Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV78. 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce mercredi 21 mars. 21 mars, date chaque année de la journée mondiale de la trisomie 21. L'occasion de sensibiliser sur la maladie. Un grand colloque se déroule de demain jeudi à samedi à l'UFR des sciences de la santé de l'UVSQ. Un événement à l'initiative de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21. Son président Jacques Costil est notre invité. 25 hectares de déchets accumulés depuis 10 ans. Une grande décharge sauvage s'étend sur 3 communes du nord des Yvelines. Un habitant de Carrières-sous-Poissy vient de lancer un cri d'alarme pour que la situation s'améliore. La remise en état du terrain pourrait coûter très cher. Reportage à Carrières-sous-Poissy. Enfin, c'est au profit d'Emmaüs France. Le dressing du cœur se tient jusqu'à la fin mars. Les boutiques de modes indépendantes collectent des habits dont vous ne voulez plus. 3 magasins de Versailles y participent. Nous recevons Jean-Loup Becker, vice-président de la Fédération nationale de l'habillement, qui organise l'opération. Grosse journée de mobilisation demain, jeudi 22 mars. Les cheminots et l'ensemble de la fonction publique se mobilisent avec un jeudi noir en prévision. Les perturbations débutent dès ce soir 19h, notamment dans les transports. Aucun train ne circulera sur la ligne U du Transilien. Pour la ligne N, prévoir un train sur 2. Le trafic sera interrompu sur l'axe Plaisir-Dreux. Et sur le réseau du RERC, c'est un train sur 3. Armez-vous de patience et consultez régulièrement les horaires sur le site transilien.com. À noter également que des écoles et de nombreux services ne seront pas assurés dans les communes. Et pour vous informer sur votre ville, votre commune, je vous invite à vous rendre sur les différents sites internet des communes. Avant de parler de cette journée mondiale de la trisomie 21, 7 chansons d'abord interprétées par des jeunes de Guyancourt pour sensibiliser au handicap. Lundi, les membres du conseil municipal des enfants sont montés sur la scène de l'école municipale de musique. Le public a pu découvrir leur création. Reportage de Camille Lambert et Nicolas Dandry. Les gens paralysés ne m'empêchent pas de bouger. Avec mon handy, je relève tous les défis. Ensemble, tout est possible. Nouvelle chanson du paysage guyancourtois. Un titre entièrement écrit et interprété par le conseil municipal des enfants pour sensibiliser au handicap. On parle d'être tous ensemble, tous réunis. Donc ça veut dire qu'en s'entraidant, ça peut aider l'handicapé à faire comme si il n'était pas vraiment très handicapé, qu'il est comme une personne normale. Qu'on ait n'importe quoi, qu'on soit handicapé de quelque chose ou d'une autre chose, et on est tous égaux. Un véritable travail de composition mené depuis la rentrée. Les 6 membres du conseil municipal des enfants ont rédigé les paroles, mises en musique par des professionnels. C'est avec l'école de musique de la ville qu'ils l'ont chanté devant le public. Mon rôle a été principalement de faire travailler sur le plan vocal les enfants et de pouvoir aussi faire travailler la chanson avec mes élèves de manière à former un groupe solidaire. Une solidarité qui a rassemblé différents acteurs de la ville pour un même message. Il ne faut pas se fier aux apparences. Trouvons tous un sens à notre existence. Je vous le disais dans les titres, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la trisomie 21. Comme tous les 21 mars, elle sert à sensibiliser sur la pathologie, mais aussi à faire le point sur l'avancée de la recherche. Bonsoir Jacques Costil. Bonsoir. Vous êtes le président de l'AFRT, c'est l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21. Alors à l'occasion de cette journée mondiale, votre association organise un grand colloque, Trisomie 21, évolution et perspective. 3 jours de programme à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Versailles 50 ans en Yvelines. C'est à Montigny-le-Bretonneux. On va en parler dans un instant. Déjà un point de définition sur la trisomie 21. Les personnes malades ont en fait 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Ça change beaucoup, notamment le faciès, leur façon d'être. Quelques-uns ont des problèmes cardiaques dès la naissance. Maintenant, avec les progrès de la médecine, on a pu sauver beaucoup de personnes sur ce point-là. D'accord. Les problèmes cognitifs, qui sont très connus par tous. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres à pouvoir parler et avoir un langage à peu près identique aux personnes valides, mais c'est la complexité de la trisomie 21, c'est que
il y a une grande variable entre les différentes personnes. Les différents malades. Alors sur cette journée mondiale, c'est la 13e aujourd'hui, elle a été initiée d'ailleurs par votre association le 21 mars 2005, 2103 finalement, qui fait référence aux 3 chromosomes 21. C'est pour ça que vous avez choisi cette date du 21 mars. Tout à fait, nous étions 3, et nous étions 3 à choisir cette date dans une petite salle de réunion à l'université Jussieu à l'époque. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'est née cette journée qui n'a rien à voir avec la loi du 11 février 2005. Parce que déjà organiser un colloque, ça demande du temps. Oui. Donc ça s'est trouvé à être comme ça, mais ça n'a rien à voir. Alors on précise d'ailleurs que la journée a été reconnue depuis par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, par l'ONU également. On disait les objectifs tout à l'heure, c'est sensibiliser sur la maladie, faire un point aussi sur l'avancée de la recherche. Tout à fait, et maintenant différents pays du monde organisent ce jour-là des manifestations. D'accord. C'est très bien. Nous, en France, nous organisons plus spécifiquement un colloque depuis c'est la 13e journée, comme vous disiez, avec différents thèmes abordés, que ce soit le médical, qu'est-ce que la trisomie 21, et on peut passer à la scolarité, l'emploi, et différents thèmes qui seront abordés, la recherche. Casser quelques codes, notamment, c'est au programme. La première journée, c'est casser des codes sur la trisomie 21. Et alors, comme cette année, nous l'organisons à l'UFR Saint-Quentin, comme nous savons que des étudiants en médecine ont très peu d'heures durant leur cursus d'étudiants en médecine sur le handicap en général, ils auront 2 heures où ils vont pouvoir parler avec un médecin et une personne qui a fait de la recherche sur la trisomie 21 pendant ces 2 heures. Alors on disait, vous avez créé cette journée mondiale en 2005. En 2018, est-ce que les choses ont évolué? Est-ce qu'on parle plus aujourd'hui de la trisomie 21? On en parle beaucoup, d'ailleurs, même à la télévision. Je crois qu'il y a eu une émission sur CNews cet après-midi. Il y a eu une émission sur Antenne 2 aujourd'hui. Il y a eu une rencontre à Paris dans le 16e. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence à évoluer. Comme j'étais ravi d'entendre aux petits jeunes qui parlent sur les champs du handicap avec Guyancourt. Donc voilà, même le handicap en général, c'est quelque chose qui on commence à mieux le percevoir et mieux se l'approprier et l'approcher. Alors sur la recherche, on va pas rentrer dans les détails, vous n'êtes pas chercheur, mais est-ce qu'on progresse sur la maladie? Est-ce qu'il y a des espoirs de vaincre cette maladie, peut-être aider aussi les personnes à mieux vivre avec la trisomie 21? Vaincre, non. Mieux vivre, peut-être. Nous avons d'ailleurs, lors de ce colloque, un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Grand Fontaine, qui vient avec un composé du TVR qui s'appelle du Frontop, qui améliore le cognitif et le comportement des personnes avec une trisomie 21. Le problème, comme c'est un complément alimentaire et que ce sont déjà des personnes qui ont un peu de surpoids, c'est toujours un peu délicat de rajouter du complément alimentaire, ou alors il faudrait arriver à supprimer des sucres autres, et c'est toujours un peu difficile. Donc des recherches qui évoluent. Pour mon fils, j'ai encore rien donné, j'attends encore 3 ans et je verrai dans 3 ans. Alors, ce grand colloque, il se déroule chaque année dans une ville différente. C'est toujours, toujours en France? Oui, pour la France. Nous avons déjà organisé à Paris, à Lyon, à Limoges, à Grenoble, à Marseille. Cette année, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà. Vous parliez de votre fils. Donc, ça veut dire que vous, cette histoire avec la trisomie 21, vous êtes lié personnellement à un fils qui souffre de cette maladie? Oui, qui a 32 ans, il n'en souffre pas, il vit avec. Il a 32 ans. En 2001, j'ai rencontré personnellement une maladie qui s'appelle le cancer. J'ai eu un cancer du poumon. Et je me suis dit, la recherche m'a sauvé. Qu'est-ce que je peux faire pour la recherche pour mon fils? Et c'est là que j'ai découvert qu'il existait une association, l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21. J'ai appelé sa présidente, qui est fondatrice, Jacqueline London, et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec cette personne. Et dès 2002, voyez-vous, j'ai été opéré le 12 septembre 2001, et en février 2002, je rentrais dans cette association. Très bien. Donc,
On rappelle 3 jours de programme pour ce colloque à l'UVSQ. Qu'est-ce qu'il faut retenir du programme ? De nombreux spécialistes sur la question qui seront présents. Ah oui, il y aura même M. Emmanuel Hirsch, parce que la nouvelle loi sur l'éthique est programmée pour 2019, et donc M. Hirsch sera également présent le vendredi matin. Lors des discours à 9h30, 9h30, voilà. 9h30, oui. Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées, sera également présente. Donc elle sera présente, Sophie Donc Cluzel, voilà, pour nous d'ailleurs, ce sera la première fois qu'une ministre fera un déplacement pour venir à un de nos colloques. Donc on est ravis de ça. Qu'est-ce que vous attendez de ce colloque, ce 13e colloque ? Eh bien, qu'est-ce qu'attendent les parents ? Moi, je suis quand même informé en tant que président de l'association par différents chercheurs et autres, mais le but c'est d'informer les parents, les personnes, la matinée de 2021, car certaines ont une compréhension facile. Et alors, celles qui ne peuvent pas venir, tout sera enregistré et sera mis en ligne sur notre site afrt.fr. Et ce colloque sur la trisomie 21 à l'occasion de cette journée mondiale, c'est de demain à samedi à l'UFR des sciences de la santé de l'UVSQ à Montigny-le-Bretonneux. Merci Jacques Costil d'avoir été avec nous. Président de la FRT, plus d'informations sur ce colloque, sur cette association et également sur la trisomie 21 au site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Dans l'actualité du jour également, la Plaine de Naufle attrape meilleur lycée des Yvelines pour la 4e année consécutive. C'est l'enseignement du palmarès des lycées 2018 révélé ce mercredi matin par nos confrères du Parisien. Ce classement tient compte du taux de réussite au baccalauréat, mais aussi du profil social des élèves et de la capacité des établissements à garder leurs élèves de la seconde à la terminale. Dans le top 3, on retrouve également d'autres lycées publics. Morpa qui arrive 3e. Plus loin dans le classement, d'autres lycées comme Jean Villard à Plaisir, 16e, ou encore Saint-François d'Assise, 23e, et Émilie de Breteuil, 24e, tous deux à Montigny-le-Bretonneux. Eux n'ont pas eu à repasser le bac, mais un diplôme qui n'existe plus et qui évoquera des souvenirs à certains. Des seniors de Villepreux se sont confrontés de nouveau au certificat d'études primaires, examen supprimé en 1989. Une session était organisée vendredi dernier. Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude. C'était l'hiver, virgule. Avec un peu d'imagination, on pourrait presque croire que nous sommes revenus au début du XXe siècle, à l'époque où l'on passait encore le certificat d'études. Cet après-midi, 19 seniors de Villepreux ont planché sur les épreuves de ce diplôme emblématique supprimé il y a 30 ans. C'est pas si simple, hein. C'est pas si simple de se remettre dans le bain. Après la dictée, place à la rédaction ou encore au calcul, avant une pause goûter comme au début du siècle dernier. Un retour en arrière fortement apprécié par les participants. Ça me rappelle que j'ai passé mon certificat d'études en 1950. Je le repasse à nouveau. Ça me rappelle les bons vieilles dictées, questions, calculs qu'on faisait dans ce temps-là et qui nous ont donné un très bon orthographe, une très bonne calcul mental que n'ont plus tous les enfants. Une opération proposée par la mairie de Villepreux qui avait notamment pour souhait de créer du lien social. C'est leur permettre de passer une agréable après-midi, de tisser du lien, que nous puissions aussi tisser du lien avec eux et qu'ils puissent aussi tisser du lien entre eux parce qu'ils n'ont pas tous toujours l'occasion de se rencontrer. Voilà. Des élèves studieux puisqu'ils ont tous obtenu le fameux diplôme du certificat d'études primaires. L'appel au secours lancé par un riverain de Carrières-sous-Poissy. Des montagnes de déchets s'y accumulent depuis 10 ans. Aujourd'hui, plus de 5000 tonnes de détritus recouvrent la terre sur 25 hectares, l'équivalent de 7 terrains de football. Et pour interpeller l'opinion publique et les élus, cet habitant a lancé une pétition en ligne. La remise en état est pour l'instant chiffrée à 1 million d'euros, mais les coûts pourraient s'élever à beaucoup plus cher. Reportage de Sébastien Cotet pour Via Grand Paris. Dans cette décharge sauvage, les ordures s'accumulent. Il y a du bois, des carcasses de voitures ou encore une armée de pneus. Plus inquiétant, on trouve aussi de l'amiante et toutes sortes de solvants. Alban Bernard vit à moins de 500 mètres de cette déchetterie. Depuis 2007, il voit la plaine se remplir de détritus. Moi, il y a 11 ans, quand je venais ici avec mes enfants faire du vélo, on pouvait circuler. Aujourd'hui,
là, il y a des zones où il n'y a même plus de chemin. Pour sauver cet espace, il a créé un site internet et lancé une pétition. Plus de 2000 personnes l'ont d'ores et déjà signé. Il a répertorié au total plus de 61 zones envahies par les déchets. Et là, on est sur la mer des déchets. Et derrière moi, vous avez l'océan des déchets, mais là, c'est la mer des déchets qui représente quand même presque 2 hectares, 3 hectares complets. Depuis l'année dernière, le volume de détritus a triplé. Chaque jour, des camions enchaînent les va-et-vient, comme en témoigne cette vidéo amateur tournée par un riverain. Aujourd'hui, la sécurité a été renforcée autour du site. Ces plots en béton tentent de faire barrage et des policiers multiplient les patrouilles. Pourtant, les déchets continuent de s'entasser. On s'est vite aperçu que les plaques minéralogiques étaient fausses ou étaient des plaques minéralogiques roumaines. Donc la possibilité d'intervenir et d'avoir une action efficace pour mettre un terme à tout ça est très très réduite, notamment par la verbalisation. Moi, ce que j'aimerais justement, c'est que la législation évolue et qu'on puisse saisir le véhicule, même pour une suspicion de dépôt sauvage. La remise en état du site est évaluée à 1 million d'euros, mais le coût pourrait être revu à la hausse. Des projets de nettoiement et de redynamisation sont à l'étude, comme la culture du miscanthus, une plante qui dépollue les sols. Et là, on est en train de travailler sur cette phase 2 de cette opération qui consiste à la fois à dépolluer par la culture de miscanthus qui permet de capter le plomb, mais également de porter des cultures un peu novatrices comme la culture hors sol. Le combat continue pour les riverains de la plaine de Carrières-sous-Poissy. Ils se mobiliseront le 31 mars prochain. On parle solidarité à présent dans ce journal avec un nouvel invité. Il m'a rejoint en plateau, Jean-Loup Becker, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la Fédération nationale de l'habillement. Elle organise jusqu'au 31 mars la 7e édition du Dressing du Cœur, une grande collecte de vêtements en boutique de modes indépendantes au profit d'Emmaüs France. 7 magasins des Yvelines au total y participent, dont 3 à Versailles. Déjà pour commencer, quel est le concept du Dressing du Cœur? Comment ça marche finalement, ce Dressing Alors, du Cœur? le principe, c'est que nos clients rapportent dans les boutiques les vêtements qu'ils n'ont plus l'occasion de porter. Alors il faut qu'ils soient en bon état encore, qu'ils soient propres. Et ces vêtements sont repris, ils sont stockés et à la fin de l'opération, nous les donnons à l'antenne locale d'Emmaüs. Alors c'est l'occasion de faire un grand coup de ménage de printemps dans ces placards. Le printemps qui a commencé hier, même si on s'en est pas rendu compte encore, mais vous l'avez dit, des vêtements en bon état. Quel type de vêtements on peut donner? On peut donner tout type de vêtements? On peut donner tout type de vêtements, pour hommes, pour femmes ou pour enfants. Et il suffit, comme je vous disais, qu'ils soient encore en bon état, puisqu'ils vont être redonnés à d'autres personnes. On parle souvent d'objets d'occasion pour des voitures, des appareils électroménagers. Les vêtements aussi peuvent avoir une deuxième vie? Alors, beaucoup de vêtements ont une deuxième vie. Il y a une partie des vêtements qui sont revendus dans des friperies. Il y a une autre partie, et c'est celle-là qui nous intéresse, c'est celle qui est donnée à Emmaüs pour que les plus démunis puissent en profiter. Il y a 470 000 tonnes de textiles qui sont jetées chaque année, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est l'occasion d'éviter le gaspillage, de pouvoir donner, en faire profiter aux plus démunis. Il y avait beaucoup trop de vêtements qui allaient dans les poubelles. Et maintenant, c'est un mouvement général qui allie à la fois la solidarité et l'écologie pour que l'on justement garde ces vêtements-là pour c'est ce qu'on appelle la deuxième vie du produit. Un mot peut-être sur la Fédération nationale de l'habillement qui organise cette opération. Elle a fêté ses 80 ans cette année, créée donc le 11 janvier 1938. Qui représente-t-elle cette fédération? Alors cette fédération représente tous les magasins indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas dans une chaîne, les magasins indépendants qui vendent des vêtements pour hommes, pour femmes ou pour enfants. C'est de l'ordre de 50 000 magasins en France. Alors, 3 boutiques de Versailles participent à l'opération du Dressing du Cœur 2018. Je vous propose d'écouter 2 d'entre elles. Elles expliquent pourquoi elles se sont associées à l'événement au micro de Mélanie Poquet. On participe au Dressing du Cœur pour rendre service aux clientes et puis en même temps pour nous faire de la publicité. C'est un acte de solidarité et puis bon... on est tous un peu comme ça, il y a des choses qu'on ne met plus, il y a des choses qu'on met, il y a des choses... ça ne nous empêchera pas d'acheter de toute façon des vêtements, des chaussures ou autres. Donc c'est une bonne manière de faire profiter quelqu'un d'autres personnes.
Jean Becker, on l'a entendu, opération de solidarité, ça permet aussi de faire peut-être un peu de pub pour ces commerçants, ces commerces de modes indépendants face à la concurrence des grandes enseignes aussi. C'est un petit peu de pub bienvenue. Je pense que c'est surtout la façon de montrer que nous sommes tous solidaires et qu'il n'y a pas justement que les grandes enseignes, tout ça, qui font quelque chose. Plus de 500 magasins en France, magasins indépendants, participent à l'opération. C'est la 7e édition. Est-ce que c'est une opération qui fonctionne bien? Le nombre de boutiques participantes augmente chaque année. Le nombre de dons aussi, ça augmente? Alors, le nombre de boutiques participantes par rapport à la première édition, on a plus que doublé. D'accord. Donc, vous voyez, c'est... Et la quantité de vêtements, on est autour de 40 000, enfin 4 tonnes pour notre opération. Alors du coup, la 7e édition se tient jusqu'à la fin mars. Dernière question, quelles sont vos attentes pour cette 7e édition, justement ? Pour cette 7e édition, nos attentes sont que nos clients viennent et rapportent. Et je dois dire que je suis déjà un petit peu étonné par la qualité de ce qu'ils rapportent, puisque j'ai des magasins et dans ces magasins-là, on a déjà un grand nombre de sacs qui sont déjà revenus. Merci Jean-Loup Becker d'avoir été avec nous. Merci. Vice-président de la Fédération nationale de l'habillement. Elle organise donc jusqu'au 31 mars la 7e édition du Dressing du Cœur. Plus d'informations sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. C'est un adage connu, l'artisanat est le premier employeur de France. Plus d'1 million d'entreprises du secteur sur l'ensemble du territoire, alimentation, fabrication, BTP. Les domaines sont variés et permettent de défendre des savoir-faire historiques. La Chambre de métier de l'artisanat récompensait les artisans des Yvelines lundi soir pour les carrières les plus longues. Parmi les décorés, Alain Mottet, un boulanger arrivé à Magny-les-Hameaux au début des années 90. Rencontre signée Nicolas Kirillovitz et Patrick Jacques de Dixmude. C'est un geste qu'Alain Mottet répète presque tous les jours depuis 26 ans. C'est-à-dire là, on est en train de lamer les baguettes. Cet artisan est installé à Magny-les-Hameaux depuis 1992. Baguettes, croissants et pâtisseries. Dans cette boulangerie, tout est fait maison. Pour l'amour d'un métier débuté à l'âge de 13 ans et qu'il est difficile de quitter, même officiellement retraité. Je me suis toujours dit que si je m'arrêtais du jour au lendemain, comme ça pouvait être dangereux. Donc maintenant, je suis un peu plus au contact de la clientèle. Les ressentis, je les ai directement. Bon ou mauvais, c'est pas grave, faut qu'ils viennent. Se servir des critiques pour durer, mais surtout toujours rester dans l'ombre. Même quand il s'agit d'être récompensé pour son travail, Alain Mottet doit forcer un naturel timide et plutôt gêné. Ce soir-là, remise officielle de médailles à l'hôtel de ville de Versailles par la Chambre de métier et de l'artisanat. Comme Alain Mottet, une cinquantaine de chefs d'entreprise sont décorés pour leur savoir-faire. Ce sont des gens qui, pour beaucoup, sont relativement réservés, maîtrisent des savoirs ancestraux et sont tellement impliqués dans leurs entreprises qu'ils ont du mal à en parler. Cette cérémonie, c'est aussi l'occasion de les mettre à l'honneur, de les mettre au devant de la scène. L'artisanat, premier employeur de France. Chaque année, plus de 150 000 entreprises sont créées dans le secteur. Beaucoup moins, en revanche, durent comme la boulangerie Mottet, plus de 25 ans. L'ouverture au public est prévue demain jeudi. Un escape game débarque à Montigny-le-Bretonneux, place Paul Claudel. Concept importé du Japon. L'activité se fait par équipe. Vous êtes enfermé dans une salle et vous avez 60 minutes pour en sortir en résolvant des énigmes ou défis. L'espace de 375 mètres carrés proposera à partir de demain 3 scénarios différents. Présentation au micro de Mickaël Elmidoro. Mission secrète dans un opéra dans laquelle les joueurs incarnent un groupe d'agents secrets qui doit dérober des documents dans le coffre du directeur national du théâtre de Saint-Pétersbourg. Ensuite, on a Les Reliques Maudites, qui est un scénario adapté aux débutants ou aux non-initiés plutôt, dans lequel vous incarnez un groupe d'explorateurs qui est frappé par une malédiction et vous décidez de rentrer dans le tombeau de Toutankhamon pour aller rechercher un artefact qui vous permettra de mettre fin à cette malédiction.
Et enfin, l'opération Tournesol, qui est un braquage de musée où vous incarnez un groupe d'experts cambrioleurs qui remplaçait au pied levé un autre groupe qui s'est malheureusement fait attraper par la police. Et vous allez chercher à voler un tableau, en l'occurrence les Tournesols de Vincent van Gogh, pour le compte d'un riche milliardaire français. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle cette information. Grosse journée de mobilisation demain. Les cheminots et l'ensemble des fonctionnaires publics se mobilisent avec un jeudi noir en prévision et des perturbations qui débutent dès ce soir 19h, notamment dans les transports. Aucun train ne circulera sur la ligne U du Transilien. Pour la ligne N, prévoir un train sur 2. Le trafic sera interrompu sur l'axe Plaisir-Dreux. Enfin, sur le réseau du RERC, c'est un train sur 3. Armez-vous de patience et consultez régulièrement les horaires sur le site transilien.com. À noter également que plusieurs écoles seront fermées, des services également non assurés dans vos communes. Et pour avoir plus d'informations, rendez-vous directement sur les sites internet de vos communes. Ce journal est disponible en replay sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Belle soirée à tous.